ce podcast dans le cadre du cours Democratic Innovations and Transformations. Aujourd'hui, nous allons vous parler du sujet de la régulation des GAFAM par l'Union européenne. Pour ce faire, je reçois avec moi Enguerrand Maric, maître de conférence à l'UC Louvain et aux Pays-Bas. Bonjour. Bonjour. Écoutez, merci déjà d'être venu. Pour la première question, peut-être introduire un peu le sujet. En quoi est-ce que justement une régulation des GAFAM par l'Union européenne représente un intérêt pour les citoyens européens et du coup peut-être nos potentiels auditeurs? Alors, première chose, merci beaucoup de m'avoir proposé de faire ce podcast. Alors, la limitation des pouvoirs des GAFAM est relativement intéressante, mais il faut savoir d'abord ce que sont les GAFAM. Les GAFAM, c'est les grandes plateformes digitales et souvent on associe Google, Amazon, Facebook ou même Apple et Microsoft dans certaines circonstances à ces grandes plateformes. Ces grandes plateformes, ce sont des modèles économiques dans lesquels on va avoir un opérateur qui va faire son commerce en ligne et qui va mettre souvent en relation d'autres personnes, souvent des utilisateurs finaux, des consommateurs, vous et moi, avec des personnes qui vont offrir des services, qui vont mettre par exemple des applications en ligne, qui vont offrir des biens sur Amazon, on va mettre des livres en vente sur Amazon. Donc il va y avoir des vendeurs qui vont être mis en relation avec des citoyens ou des consommateurs dans cette hypothèse par l'intermédiaire de la plateforme. La plateforme a alors un rôle d'intermédiation et va venir contrôler ce qui peut se passer entre des personnes qui ne se connaissent pas. La personne qui va mettre en vente le bien sur Amazon ne connaît pas l'acheteur, n'est pas sûr que cet acheteur va effectivement payer, et la personne qui va acheter n'est pas certaine que le livre qu'elle souhaite acheter est de bonne qualité, que le livre est neuf, qu'il n'est pas abîmé, qu'il n'est pas déchiré, qu'il n'y a pas de annotations dedans. Ces plateformes se mettent alors comme un intermédiaire qui va venir contrôler la qualité tant de la fiabilité, disons, de l'acheteur que la fiabilité du vendeur. Et l'idée, c'est que le vendeur va vouloir vendre sur le long terme, il ne va pas vouloir vendre qu'un seul ouvrage, il ne va pas vouloir vendre qu'un seul meuble ou vendre une seule application. Il faut qu'elle soit de qualité, sinon il peut être mis dehors par la plateforme. Et c'est là que se pose le problème, c'est que la plateforme peut mettre des utilisateurs dehors, sans qu'il n'y ait réellement de recours possible, sans que les utilisateurs n'aient même, à un moment donné, dit quelles étaient les règles pour mettre les personnes au sein de la plateforme ou pas. Donc les plateformes, GAFAM, mais d'autres, on peut penser à Uber, Airbnb, vont pouvoir utiliser des contrats dans lesquels, d'une part, le vendeur ou le prestataire de service va être lié et va se voir imposer des termes contractuels avec l'acheteur final. Et non pas pouvoir vraiment négocier ces termes dans une certaine mesure, on peut parfois négocier le prix, on peut parfois négocier certaines conditions, mais dans la majorité des cas, et c'est le cas aussi sur Facebook, la plateforme impose un type de comportement. Et c'est vraiment problématique puisque c'est la plateforme qui va imposer les comportements aux individus. Et ils vont souvent imposer ces comportements à leur propre avantage, sans prendre en considération les intérêts des citoyens et des consommateurs. Limiter le pouvoir des GAFAM signifie alors que l'on va pouvoir donner ou limiter on va pouvoir limiter ce que les plateformes vont faire et ainsi permettre aux citoyens de faire plus de choses ou de se voir reconnaître des droits qu'ils vont pouvoir poser aux plateformes de façon à ce que les plateformes n'aient pas unilatéralement le droit d'imposer ce qu'ils veulent aux autres. C'est ça. Eh ben, du coup, de fait, parce qu'effectivement, là, je pense qu'on sent très bien l'enjeu, évidemment, pour la démocratie avec la défense du citoyen. Et quels sont les différents outils juridiques qui existent peut-être déjà et tout ça, et que l'Union européenne pourrait prendre pour réaliser cet objectif de défense? Historiquement, il y a plusieurs types d'instruments qui sont mis en œuvre, le plus important d'entre eux étant le droit de la concurrence.
le droit de la concurrence vise notamment à éviter à ce que deux entreprises ne se mettent d'accord pour imposer des conditions contractuelles ou des pratiques aux utilisateurs des services ou aux acheteurs de biens de ces deux acteurs économiques, ou à ce qu'un acteur économique qui a une position tellement importante sur le marché ne puisse imposer ses propres termes. Donc il ne puisse abuser de sa position dominante, c'est l'expression souvent consacrée. Ce qui est plus ou moins le cas des GAFAM, c'est un peu pour ça qu'on en parle, enfin, elles ont quand même des positions assez dominantes. Tout à fait, donc l'idée c'est que certaines plateformes, Google ou Facebook, sont sans doute dominantes sur le marché des réseaux sociaux ou des outils de recherche. Même si c'est contesté par les plateformes qui disent « Ah non, Facebook va dire « Ah non, il y a LinkedIn, il y a Twitter, et LinkedIn et Twitter sont chacun 30% de part de marché et moi aussi j'ai 30% de marché. Donc on n'est pas dominant parce qu'on n'a pas 50% du marché. » Mais il y a quand même des idées et le droit de la concurrence peut quand même essayer, dans une certaine mesure, d'atteindre des comportements qui ne sont pas où il n'y a pas un monopole, disons, du marché, où il y a simplement un acteur qui a un pouvoir plus lourd que les autres. Et Microsoft a été, par exemple, en 2007, condamné par la Cour de justice, enfin par la Commission européenne, et puis ça a été confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne, pour ce type de pratique où ils imposaient l'utilisation de certains softwares sur l'ordinateur, alors qu'il n'y avait pas lieu. Et bon, Microsoft à l'époque avait 90% des parts de marché, Apple était un petit peu moins développé que maintenant, et Linux encore moins développé que maintenant. Et donc il y a quand même une action qui a été prise à ce niveau-là. D'autres actions ont été entreprises, j'ai dit le droit à la concurrence, mais il y a aussi tout ce qui est protection des consommateurs. Les consommateurs vont être protégés, dans une certaine mesure en tout cas, par le droit de la consommation. Alors dans le droit de la consommation, on va notamment obliger certaines plateformes qui ne dévoilent pas l'identité du vendeur des biens. On va simplement dire que c'est AliExpress qui vend le bien, mais on ne connaît pas l'identité vraiment du vendeur. La plateforme va être responsable de la qualité des biens et il ne faudra pas trouver qui est le vendeur pour se retourner juridiquement contre eux. Okay. Un autre outil qui a été développé, et vous en avez entendu parler, c'est le GDPR. Dans le GDPR, il y a énormément d'outils juridiques qui visent à contraindre les plateformes à traiter les données comme une information particulière, avec des process particuliers qui sont coûteux pour les plateformes et donc qui ne permettent pas aux plateformes de faire n'importe quoi. Or, il faut bien se rappeler que les plateformes vont collecter de l'information et vont se servir de cette information pour mieux mettre en lien les individus entre eux. Sur Google, par exemple, Google va collecter des informations sur vous pour montrer, par exemple, des publicités qui sont mieux targetées. Pour compléter la question, est-ce que c'est GPRD, c'est lettres peut-être pour nos auditeurs Donc le GDPR, le Règlement général pour la protection des données, en anglais General Data Protection Regulation, donc l'abréviation en français c'est RGPD, en anglais c'est GDPR, vise vraiment à protéger les données des citoyens. Et ça a été adopté en 2016, donc assez récemment, et n'a été mis en œuvre qu'au cours des 2 dernières années. Exactement. Du coup, je pense que vous avez déjà donné un ou deux exemples historiques. Peut-être ce résultat par rapport à ce que vous disiez sur Microsoft, quel résultat ça a eu concrètement? Est-ce que ça a marché jusqu'où? Est-ce que Microsoft a dû annuler ses pratiques ou a dû changer de l'inaction? Ou est-ce que peut-être il a contourné et tout ça Donc, historiquement, il y a eu plein d'actions qui ont été faites contre des plateformes, mais dans le cas de Microsoft a, à partir de 2009, été obligé de fournir des licences aux fabricants d'ordinateurs qui ne contenaient pas les softwares qui étaient incriminés dans la décision, donc dans la décision de la commission. Le problème était que Microsoft imposait son propre logiciel de lecture de vidéo, Windows Media Player, et imposait Internet Explorer.
Et l'argument était que cette imposition d'utiliser ces softwares-là au détriment d'autres softwares qui étaient peut-être plus performants ou qui étaient peut-être plus user-friendly, si on pense à par exemple des concurrents de Internet Explorer comme Firefox ou Chrome, ces acteurs n'ont pas pu développer et offrir leur propre software. Et ne pouvaient pas le mettre, et donc les fabricants d'ordinateurs ne pouvaient pas installer ces softwares sur leur ordinateur. Et donc Microsoft a fait une fiction, a dit qu'en fait il donnait gratuitement ces logiciels Windows Media Player et Internet Explorer, et donc il y avait la version avec et la version sans qui étaient au même prix. Donc ça n'a vraiment rien changé parce qu'on a fait la fiction que ce software était mis à disposition gratuitement. Mais l'idée d'avoir pour Microsoft d'avoir développé Windows Media Player et d'avoir utilisé Internet Explorer, c'était de collecter plus de données sur les utilisateurs, de mieux connaître leurs pratiques, même si on ne savait pas exactement sur les sites web ou les vidéos qu'ils regardaient, on pouvait mieux examiner leurs pratiques et faire des analyses statistiques sur les pratiques d'utilisation des softwares, et d'éviter qu'il y ait des concurrents qui puissent venir les utiliser. Et au final, ça n'a rien changé. Il y a d'autres instruments qui ont été adoptés au cours des années et qui ont eu un effet tout est aussi, je ne vais pas dire inutile, mais aussi peu efficace en tout cas. On a eu au début des années 2000 la directive e-commerce, la directive sur le commerce électronique qui a été adoptée, et son effet c'était de donner une immunité pour les plateformes pour ce que les utilisateurs postaient en ligne. C'est-à-dire que les plateformes ne devaient pas ou ne pouvaient pas être poursuivis devant les tribunaux pour des discours de haine, par exemple, qui étaient postés dessus. Ce qui ne donne absolument aucun pouvoir aux citoyens, ce qui renforce simplement le pouvoir de la plateforme. Donc, on a essayé de limiter le pouvoir des plateformes dans une certaine mesure, mais on se rend compte que l'Union européenne a surtout facilité le développement des plateformes, et que c'est surtout le faciliter le développement des plateformes qui a gagné du terrain au début des années 2000, et puis après, une fois que les plateformes étaient là, surtout quand on s'est rendu compte que les plateformes étaient américaines, on a décidé qu'il fallait un peu faire un crackdown, qu'il fallait serrer la vis par rapport à ces plateformes. Oui, donc on voit effectivement que, vu la difficulté, c'est quand même effectivement un sujet d'actualité et assez important. Et d'où, actuellement, quelles sont peut-être les mesures principales ou les ambitions que l'Union européenne a vis-à-vis des différentes GAFAM, et par rapport peut-être aussi au peu de résultats que les précédentes mesures ont, quelles sont les ambitions concrètes qu'elle peut espérer? Donc au cours des 5 dernières années, depuis 2015-2016, il y a eu une série de législations européennes qui ont été adoptées. J'ai déjà cité par exemple le GDPR. Il y a une série de mesures en matière de protection des consommateurs qui ont été adoptées pour qu'ils soient mieux protégés dans un contexte électronique. Il y a des obligations de transparence qui ont été adoptées. Par exemple, il y a des obligations de transparence qui ont été adoptées en matière de ranking, tant pour protéger les consommateurs lorsqu'on va offrir des biens sur Amazon. Amazon va faire un ranking des biens. Lorsque vous faites une recherche, Amazon va faire un ranking et vous proposer en premier lieu le bien que vous avez cherché. Si vous avez cherché un tel livre, il va vous proposer tel livre a priori en premier lieu. Mais parfois il n'y a pas cet ouvrage qui est disponible et il va proposer des alternatives. Et alors il faut faire un ranking, c'est-à-dire proposer ce qui semble le plus pertinent pour l'utilisateur en premier lieu. Et la plateforme va le faire vraiment de façon spontanée, mais il n'y a absolument, on ne sait pas comment la plateforme choisit de vous proposer tel livre en premier lieu plutôt que tel autre livre. Peut-être que vous cherchiez un livre plutôt de fantasy ou de fiction et il va vous proposer un roman historique ou une biographie. Mais pourquoi est-ce qu'il va vous proposer une biographie? Sans doute parce que vous avez déjà cherché des biographies par le passé, ou plutôt parce que vous semblez intéressé par le profil de tel personnage. Mais ce genre de suggestion faite par la plateforme, par Amazon dans le ranking, est quelque chose sur lequel l'utilisateur devrait avoir un contrôle. Il devrait savoir pourquoi on le sujet à quelque chose. Alors il y a le cas historique ou fort discuté dans la littérature de Walmart qui a
fait une publicité, suggéré une publicité auprès d'une jeune fille de 16 ans pour des vêtements pour bébé et des tests de grossesse. Et le père s'est rendu compte qu'il y avait ce genre de publicité qui était faite auprès de sa fille, alors que c'est une famille relativement conservatrice. Et donc, il ne pouvait pas imaginer qu'à 16 ans, la fille de cette personne soit enceinte et qu'elle ait déjà un bébé. Sauf qu'on s'est rendu compte après coup que cette personne était effectivement enceinte. Et donc, alors même que la fille en question ne le savait pas. Et donc, c'est simplement sur une prédiction que les vêtements pour bébé ou le test de grossesse a été suggéré. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est que rien ne laissait présager cette personne qu'elle était enceinte. Donc le fait d'avoir une certaine transparence, de savoir pourquoi certaines choses ont été proposées, de dire qu'il y a une comparaison de profil et que généralement une personne qui est enceinte regarde ce type de bien à tel moment et qu'avant ça elle a regardé d'autres produits, qu'elle a voulu manger ceci ou qu'elle a voulu acheter cela, est quelque chose qui est absolument nécessaire pour que les personnes ne se laissent pas manipuler, parce qu'on va leur faire des suggestions et les personnes en général regardent essentiellement ce qu'il y a sur la première page sur Google, peut-être sur la deuxième. Les universitaires regardent souvent jusqu'à la troisième, mais rarement plus. Et donc le fait de limiter le choix, l'ordre dans lequel des informations apparaissent, est absolument essentiel pour pouvoir donner un certain pouvoir aux citoyens. Donc il y a des mesures de transparence qui ont été adoptées, mais on essaie d'aller plus loin. L'Union européenne est actuellement dans un processus législatif pour faire une transparence dans le cadre des publicités électorales. L'Union européenne a adopté un plan d'action fin 2020 sur la démocratie en Europe, ou sur le développement de la démocratie en Europe. Une partie de ce plan d'action vise à éviter la désinformation en période électorale, mais également qu'on ne puisse cibler certains citoyens dans période électorale pour influencer le vote de manière indue et prendre toute l'attention de ces citoyens pour qu'ils n'aient même pas conscience qu'il y ait d'autres alternatives qui pourraient les intéresser. C'est une réforme qui est actuellement en cours. La Commission européenne devrait, à la fin de cette année, faire une proposition d'un texte législatif. Fin 2020, la Commission a également fait deux autres propositions, qui sont le Digital Service Act et le Digital Market Act, qui visent à augmenter le niveau de responsabilité des plateformes, tant sur un point de vue de la concurrence, comme j'ai déjà évoqué, pour augmenter le nombre d'obligations pour respecter un jeu normal de la concurrence, mais également pour augmenter la responsabilité sur les services offerts par les plateformes et les risques créés par ces plateformes dans un point de vue démocratique. Une dernière dimension de mesures actuelles, c'est l'adoption ou la proposition de taxation des GAFAM. À partir du moment où les plateformes auront moins d'argent, l'idée c'est qu'elles aient aussi moins d'influence et qu'on puisse réinvestir l'argent collecté par les plateformes, qui par exemple avant était de l'argent qui allait dans les journaux, pour aujourd'hui que cet argent qui n'est plus investi par les citoyens dans les journaux puisse être collecté sous forme de taxes par les autorités publiques et après être réinvesti dans certains secteurs culturels. Et donc cela permet de créer d'autres alternatives et d'enrichir les alternatives aux GAFAM et aux grandes plateformes de type réseaux sociaux ou de type vente en ligne, marketplace. Effectivement, mais là, je pense qu'avec tous ces exemples, on touche vraiment à la vie quotidienne de chacun et tout ça. Et c'est vrai que du coup, nous, a priori, parce que on parle ici évidemment de l'Union européenne parce que c'est le plus proche de nous, et assez instinctivement, on va naturellement aller sans doute s'accorder avec ce côté très intrusif de ces données. Et l'exemple de la femme enceinte est très frappant. Est-ce que cette façon de penser, cette démarche de protection du citoyen, est-ce que dans d'autres pays, il y a d'autres stratégies vis-à-vis des GAFAM ? Alors il y a deux autres grandes stratégies qu'on peut mettre en avant. La première stratégie, c'est la stratégie chinoise, qui est simplement d'interdire les GAFAM, sauf s'ils respectent
la politique chinoise qui vise à promouvoir certaines activités et que d'autres activités soient interdites. Alors c'est soit la plateforme Google respecte les mesures de censure qui sont mises en Chine, soit elle est complètement interdite. Et donc finalement ces plateformes sont très peu actives en Chine et il y a des acteurs alternatifs à Google, à Facebook. Si vous pensez par exemple à WhatsApp qui est détenu par Facebook, en Chine ils n'ont pas vraiment WhatsApp, ils ont WeChat qui est leur alternative. Alors ils ont leur grande plateforme qui est partiellement ou majoritairement contrôlée par le gouvernement. Ça c'est une façon d'approcher les choses. Une autre façon d'approcher les choses, qui est peut-être un petit peu plus nuancée, c'est l'approche par exemple du modèle que j'appelle le modèle brésilien, même si c'est pas appelé comme ça de façon générale, c'est d'avoir les plateformes américaines qui sont actives, et puis de façon régulière, on va venir couper le service à chaque fois qu'on estime qu'il y a un abus. On va venir couper le service de façon régulière parce qu'il n'y a pas d'accès aux données qui ont été faites. Les coupures de WhatsApp au Brésil, surtout pendant les 4, 5, 10 dernières années peut-être, arrivent une fois par mois. Pendant un jour par mois, WhatsApp est complètement inaccessible jusqu'à ce que WhatsApp donne les informations que le gouvernement brésilien veut obtenir, ou jusqu'à ce que WhatsApp fasse la concession voulue par le ministre brésilien. C'est pas forcément des approches qui sont très désirables, soyons... Ou très démocratiques, effectivement, dans le sujet. Oui, tout à fait. Et c'est ça tout l'enjeu, je pense, et c'est ça que vous expliquez extrêmement bien et qui, je pense, intéressera le citoyen, c'est... Voilà, et on peut agir. Si on veut limiter complètement le pouvoir, c'est facile. La solution chinoise est extrême, mais effectivement, c'est tout l'enjeu d'essayer de faire ça démocratiquement. Peut-être justement, pour passer sur un autre sujet, parce que il y a quand même beaucoup de promesses, je pense, avec ces plateformes. Et peut-être que du coup, on pourrait parler d'un autre sujet pour avoir un autre angle. Et ça, je fais référence évidemment à votre thèse personnelle, où vous parlez d'un terme d'empowerment des citoyens, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous le traduiriez en français. Et est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, justement? Donc, une des idées, c'est que limiter les plateformes, ça ne suffit pas. Et les plateformes ne souhaitent pas nécessairement être régulées. Elles font tout le lobby possible auprès de la Commission européenne, auprès des parlementaires européens, auprès des États membres de l'Union européenne pour ne pas avoir cette régulation, pour avoir la régulation la plus light possible. Et ce qu'ils préféraient, c'est avoir une décentralisation du contrôle, et c'est ce qu'ils essayent de promouvoir dans une large mesure, mais ils n'y arrivent pas. Parce que cette décentralisation et le contrôle décentralisé ne mènent à rien dans la pratique. Je m'explique. Dans un premier temps, ce que les plateformes font dans leur activité de tous les jours, c'est qu'ils essayent de promouvoir la participation des consommateurs. Ils essayent d'avoir un engagement assez élevé, donc une participation assez élevée. Si vous avez une vidéo qui est virale, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé en peu de temps et donc qui a été suggéré à d'autant plus d'utilisateurs. Et donc quand vous allez par exemple sur YouTube, vous allez avoir les vidéos les plus vues au cours des 24 dernières heures. Et donc plus il y a de la participation, plus cela accroît la participation des autres utilisateurs. Plus une personne va faire de likes sur une vidéo sur YouTube, sur Facebook, plus cette vidéo va être populaire. Et si elle est populaire, d'autres gens vont vouloir participer et la regarder à nouveau. Et si d'autres gens regardent cette vidéo, il va y avoir un revenu publicitaire de cette vidéo qui va également être versé à YouTube ou à Google. Donc ce que les plateformes veulent, c'est de la participation. Et ils disent, ou ce que les plateformes affirment, c'est qu'elles veulent aussi que ce soit les citoyens qui puissent dire ce qu'ils veulent. Et une des mesures efficaces à ce niveau-là, c'est par exemple dire « Moi, je ne souhaite pas voir tel contenu, je vais mettre un pouce vers le bas sur YouTube ». En faisant ça, les utilisateurs vont exprimer leurs préférences et c'est une régulation par le marché qui va être opérée. Et donc, si vous mettez un rating sur un livre que vous voulez acheter sur Amazon qui est faible, vous allez dire « N'achetez plus chez le vendeur » ou « N'achetez plus ce produit chez le vendeur ». L'idée, ce serait donc qu'il y ait une participation à l'organisation des contenus offerts sur Internet.
Et ça, c'est quelque chose que les plateformes veulent promouvoir. Mais en réalité, ça cache quelque chose de plus profond. C'est que les utilisateurs n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont les pouces verts ou les pouces rouges sur Facebook vont être mis en œuvre et sur la façon dont ce contenu va être promu ou va disparaître dans l'oubli car personne ne va le regarder. Personne ne va avoir son mot à dire sur le fait que Facebook interdit les nus artistiques. Jusqu'il y a très peu de temps, jusqu'il y a 2 ans, Facebook interdisait les nus artistiques. Donc la Vénus de Botticelli, qui est une femme nue peinte à la Renaissance, qui est accessible dans les musées, qu'il n'y a absolument pas de pornographie dans ses contenus, va être interdite par Facebook. Et donc la Belgique a été fort concernée par cela parce qu'il y a eu beaucoup de peintres qui ont peint des femmes nues ou dévêtues. Les musées belges qui avaient les peintures ont voulu porter atteinte à ce pouvoir de Facebook d'interdire ce comportement. Eh bien, ça n'a pas marché pendant très longtemps, jusqu'à ce que les États interviennent et négocient directement avec Facebook en disant que s'ils ne changeaient pas leur fusil d'épaule, on allait devoir réglementer et imposer que ce type de contenu puisse être mis en ligne. Sinon, ce que Facebook faisait, c'est que ça peut être considéré comme de la censure pure et dure, ce qui n'est pas vraiment non plus très démocratique. Donc il y a différents niveaux. Sur le contenu, les plateformes veulent que les citoyens peuvent dire les choses, mais des termes contractuels généraux de la plateforme, les community guidelines, les termes et conditions de la plateforme ne souhaite pas qu'il y ait des inputs de la part des utilisateurs. Alors il y a une exception à cela, c'est l'exception de Facebook entre 2011 et 2014. À l'époque, Facebook demandait que tous les utilisateurs puissent voter pour les modifications substantielles des conditions d'utilisation. Et ça a fonctionné, mais Facebook a eu beaucoup de mal à implémenter certaines mesures qu'il voulait absolument implémenter. Certaines réformes étaient d'ailleurs nécessaires, mais la communauté d'utilisateurs faisait vraiment du lobby et votait systématiquement down ou votait contre les propositions de réforme. Ça, c'était une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait beaucoup de propositions qui étaient formulées par les utilisateurs et que Facebook n'arrivait pas à suivre toutes les propositions qui étaient faites, toutes les propositions d'amendement et d'aménagement des réformes que Facebook voulait aménager. Et donc, Facebook a dit à un moment donné, moi, c'est fini, je ne fais plus ces procédures de consultation, je n'écoute plus ce que les utilisateurs disent, je vais simplement mettre à l'avance certaines réformes sur une page sur Facebook et j'écouterai ce qui est dit et on pourra me faire des commentaires, mais je n'ai plus aucune obligation de suivre ce qui m'est imposé ou ce qui m'est proposé par les utilisateurs. Mais ça n'a duré que très peu de temps, parce que ce n'était pas viable vu la masse d'utilisateurs qui étaient impliqués. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent aussi. Donc une chose aussi assez importante à discuter en matière d'empowerment, c'est des utilisateurs, c'est l'idée qu'il y a un discours des plateformes de vous donner plus de pouvoir. Et un exemple particulier, c'est toutes les pétitions mises en œuvre par Uber lors des interdictions d'Uber par les autorités publiques. Uber a mis en place une série de pétitions sur change.org et d'autres plateformes pour faire la pression auprès des autorités publiques pour changer la législation en leur propre faveur. Et l'idée là, c'est de dire, vous êtes des citoyens, vous avez un pouvoir sur le processus législatif pour venir nous favoriser. Mais c'est entièrement financé et entièrement supporté par Uber qui va faire des campagnes de publicité en ce sens. Lorsque Uber a été interdit à Bruxelles il y a quelques années, Uber vous forçait, lorsque vous connectiez sur l'application d'Uber, de lire qu'il y avait cette pétition et de cliquer sur « OK, je vais sur la page change.org ». Vous ne forcez pas à signer la pétition pour continuer l'application, mais vous réorientez d'office vers cette page. Ce qui est quand même assez fort de leur part,
alors qu'ils imposent unilatéralement leurs propres règles et sans qu'il y ait un vrai jeu démocratique avec différentes opinions qui peuvent être exprimées par les différents acteurs intéressés. Effectivement, c'est assez frappant, effectivement, et ça illustre assez bien une des formes concrètes d'empowerment et de ces résultats sur nos sociétés. Du coup, de fait, pour le moment, cet empowerment est assez fort, très très limité et surtout usé dans l'intérêt des plateformes pour elles-mêmes. Mais finalement, c'est quand même. Est-ce qu'on peut quand même essayer d'imaginer quelque chose d'intéressant pour le futur si on avait des plateformes, pour le moment ce sont des plateformes évidemment avec des buts lucratifs, mais est-ce que ce nouveau pouvoir aux citoyens ne pourrait pas quelque part servir la société ou la démocratie Alors, historiquement, il y a eu des tentatives de faire ce genre de choses. Et ça s'est souvent concrétisé par des plateformes qu'on va appeler coopératives. Et on n'est plus dans des plateformes collaboratives, c'est souvent comme ça qu'on appelle une grande partie de l'économie digitale. Amazon, c'est collaboratif puisqu'il y a les trois acteurs, la plateforme, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens et l'utilisateur qui sont impliqués. Mais on essaie d'aller au-delà. Et on essaie d'aller dans du coopérativisme. Mais alors aux États-Unis, il y a tout ce mouvement mis en avant par Trevor Scholz en particulier, qui vise à ce que les citoyens soient acteurs et une action dans la plateforme intermédiaire. Donc tous les utilisateurs, qu'ils soient consommateurs ou qu'ils soient fournisseurs, seraient actionnaires d'une société coopérative. Les coopératives, vous avez des coopératives à Louvain-la-Neuve, vous avez des coopératives agricoles, où vous aviez tous les fermiers qui se mettent ensemble, qui achètent ensemble des presses, par exemple, pour faire des jus de fruits. Ça, c'est un exemple très, très, très classique. Ils possèdent tous des jus de fruits. On va mettre toutes les pommes dans les fermiers vont mettre les pommes dans la presse à jus de fruits, mais c'est indissociable et c'est difficile de savoir qui a exactement quelle quantité de jus. Alors on va faire au poids proportionnellement qui a été mis dans la presse à jus et chacun va recevoir des actions en fonction du poids de pommes qui a été mis. Et à la fin de la saison, à la fin du mois d'octobre ou du mois de novembre, chacun va recevoir une partie d'argent de ce qui aurait été vendu comme jus. Alors il y a ce processus de transformation où on a tous les acteurs qui sont solidaires et qui coopèrent. Donc c'est le principe par exemple de la Siaco ici à Louvain-la-Neuve. À chaque fois que vous achetez, vous êtes coopérateur, vous avez une petite réduction, ce qui fait que la société Siaco, la société coopérative, ne va pas vous demander des frais de service complémentaires, elle va vous demander strictement pas un bénéfice, mais de couvrir leurs frais de fonctionnement. Et il y a cette volonté, par exemple, pour Uber ou pour Deliveroo, d'avoir des sociétés qui soient détenues par les chauffeurs de taxi, par les coursiers. Mais historiquement, toutes les coopératives ont fait faillite au bout d'un certain temps, en particulier lorsqu'on essayait d'avoir à bord à la fois des consommateurs et les fournisseurs de biens ou de services. Parce que la question, c'est de savoir à qui va-t-on répartir la valeur ajoutée du produit. Donc on va réduire les coûts, c'est certain, en ayant une coopérative, mais qui va en bénéficier? Va-t-on réduire les coûts et en faire bénéficier les consommateurs? À ce moment-là, les prix sont bas du côté des fournisseurs de services ou des fournisseurs de biens, mais ils n'y gagnent rien à faire partie de la coopérative. Va-t-on réduire les coûts uniquement du côté des fournisseurs de services et les faire participer activement, faire bénéficier par plus les fournisseurs de services, mais les consommateurs ne vont pas y gagner grand-chose à ce moment-là, parce qu'on va bien rémunérer les fournisseurs de services. Et donc comment est-ce qu'on va faire la proportion entre l'intérêt des consommateurs et des fournisseurs de services ou des fournisseurs de biens? C'est quelque chose qui amène toujours à des disputes entre les deux catégories d'utilisateurs et qui fait qu'il y a un échec qui est déjà annoncé, malheureusement, mais on devrait sans doute pouvoir réfléchir à des structures plus stables qui le permettent. Mais le droit de société, pour le moment, ne le permet pas nécessairement. Ça, effectivement. Et du coup, il y a cet obstacle à surmonter, mais comme vous le dites, on continue à réfléchir à ça.
Comment est-ce que vous pensez que dans les années à venir et tout ça, justement, de nouvelles alternatives, de nouvelles plateformes qui pourraient pratiquer l'empowerment, et quelle influence vont continuer d'avoir les GAFAM qui sont déjà dans nos vies, quelle influence vont continuer à avoir les GAFAM et peut-être de nouveaux acteurs dans la vie quotidienne, et quel impact peut-être pour nos futurs et nos démocraties? Alors les GAFAM vont être de plus en plus régulés, et il y a une certaine ironie, c'est que les GAFAM ont bénéficié, lorsqu'elles sont développées jusqu'en 2015-2016, de régimes particulièrement favorables, ce que je disais au début. Aujourd'hui, les GAFAM cherchent toujours à éviter un maximum de régulation, mais deviennent de plus en plus supporters de la régulation par les États. Pourquoi? Parce qu'en créant de la régulation, ce sera plus difficile pour de nouveaux acteurs de rentrer sur le marché. Et c'est tout à fait ironique de dire, nous on veut maintenant de la régulation, et ils veulent bien maintenant la régulation qui empêche certains acteurs qui ne vont pas avoir les moyens suffisants pour passer outre ces nouvelles réglementations, pour pouvoir avoir une masse suffisante d'utilisateurs qui permettra de couvrir les coûts nécessaires à la conformité à ces législations. Donc les GAFAM vont conserver leur rôle. Maintenant, il faut voir qu'il y a tous des acteurs qui arrivent et que l'innovation technologique, parfois pour des entreprises qui ont une très grande taille, est parfois plus difficile. Toutes les entreprises technologiques sont souvent des startups et qui grandissent d'un coup, et en grandissant d'un coup, vont mettre d'autres acteurs sur le côté et les faire tomber par terre ou les faire décroître en volume. Et l'enjeu, c'est pour le moment, pour Facebook, pour Google, pour Amazon, pour Microsoft, pour Apple, c'est d'acheter des petites sociétés qui amènent l'innovation. Mais souvent, c'est des innovations qui viennent de l'extérieur plutôt que d'être générées en interne. On a beaucoup de sociétés, et en Belgique, on est bien placé à ce niveau-là, qui innovent, qui vont proposer de nouvelles technologies, des nouveaux brevets, et qui vont simplement être rachetés par Apple, par Microsoft, dans ce sens-là. Donc l'enjeu, c'est pour eux d'identifier les bonnes technologies sur lesquelles miser. Mais il y a toujours un danger. Et un des dangers qu'on a vu très récemment, c'est le danger de WhatsApp. WhatsApp a mis sa politique de confidentialité à jour, et on a vu un shift des utilisateurs assez massif de la plateforme WhatsApp vers Signal. Et beaucoup de personnes qui avant ne connaissaient pas du tout Signal se sont mises plutôt sur Signal et commencent à échanger. Et par ce départ massif d'utilisateurs d'une plateforme vers l'autre, on sort de l'idée que la plateforme est dominante, parce qu'on aura deux plateformes sur lesquelles les utilisateurs seront actifs. Et à terme, Signal va sans doute monter avec tous les problèmes que ça va générer du côté de Signal, qui va avoir des coûts supplémentaires et qui maintenant a du mal à suivre et à pouvoir assurer le service pour tous les utilisateurs, puisqu'ils ont fonctionné sur une base non lucrative pour l'instant. En tout cas, pas demander aux utilisateurs de payer, et qu'il n'y a pas de publicité. Ça fonctionne uniquement sur la base de dons privés. Donc là, il y a vraiment un shift quand on voit que certaines pratiques font suffisamment peur aux utilisateurs pour s'enfuir. Maintenant, ça ne suffit pas toujours, et Google reste, malgré les abus qu'il y a avec Google, même si Google est un service que j'utilise tous les jours et pour lequel qui est très pratique. Mais il est très pratique en réalité aussi parce qu'ils ont beaucoup de ressources pour traiter plus d'informations que des plus petits moteurs de recherche. Donc là, il y a un cercle vicieux, mais avec un certain abus, peut-être qu'on peut briser ce cercle vicieux et créer ou générer de la place pour des concurrents ou de nouveaux acteurs en tout cas. Et ce qu'on peut espérer. C'est sûr que le futur nous dira comment ça se passe effectivement. En tout cas, merci. Je pense qu'on a déjà pas mal discuté du sujet, et je pense que maintenant nos auditeurs ressentiront encore plus tous les enjeux derrière la régulation des GAFAM et les fonctionnements concrets de ces plateformes. Pour une petite dernière question, est-ce que vous auriez peut-être des conseils ou des recommandations aux auditeurs potentiellement sur leur façon de gérer leurs données, ou peut-être même de s'intéresser à comment leurs données sont traitées, tout ça. Alors, en matière de données, il est nécessaire pour les personnes de lire
les politiques de confidentialité. Alors c'est un peu long, c'est du jargon juridique pas très intéressant. Et quand on regarde par exemple ce qui a été fait avec WhatsApp au début de cette année, et avec le shift des utilisateurs de WhatsApp vers Signal, on se rend compte qu'en fait les termes et conditions de la politique de confidentialité de WhatsApp n'a pas vraiment changé. Il y a eu une peur, mais une peur qui ne s'est pas concrétisée en Europe, notamment grâce aux mesures de protection mises en place par le GDPR. Une chose qu'il faut faire, c'est à chaque fois que vous avez l'impression que vos données sont utilisées ou collectées de manière inhabituelle ou de manière un petit peu surprenante, essayez de vous offusquer, d'empêcher la collecte de vos données. Quand vous êtes sur votre smartphone, que vous avez votre mise à jour, à la mise à jour suivante, on vous demande très souvent est-ce que vous êtes accepté d'être suivi, etc. C'est le genre de choses qu'il faut sans doute plutôt cliquer non par défaut, et puis le jour où vous souhaitez avoir un input véritable dans les réformes de la plateforme, que ce soit de votre smartphone ou que ce soit d'autres acteurs, à ce moment-là, donnez vos données. Vous pouvez offrir vos données plutôt que vous le soient volées. Il y a toute une série de réformes en cours sur cette idée de consentement qui est essentielle dans une structure privée, puisque ce sont les plateformes qui imposent les conditions, ce sont des structures privées. Le consentement est essentiel, et c'est peut-être là que certaines personnes pourraient dire c'est en donnant son consentement qu'on va donner un équivalent d'un assentiment démocratique. Mais ce n'est pas suffisant de dire que vous donnez votre consentement pour le moment, car de façon générale, vous n'êtes pas correctement informé sur la façon de donner votre consentement, et si vous lisez suffisamment bien les termes et conditions, souvent ça ne vaut pas la peine de donner ces données. Merci beaucoup. Eh ben, je pense que je me mettrai moi-même à lire les conditions de confidentialité. C'est extrêmement intéressant et j'espère que nos auditeurs feront de même, ou en tout cas seront un peu plus sensibilisés à cette problématique. Merci pour toute cette discussion. Je pense qu'on va en clôturer là et je souhaite à nos auditeurs de mon podcast à venir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.